Bonjour à tous. Alors oui, comme tout bon cinéphile qui se respecte, j'ai décidé de faire un top 5 des films qui m'ont le plus marqué cette année. Alors je rappelle bien évidemment comme toujours que ce top 5 est mon top 5. Alors ne prenez pas mon cas pour une généralité. Surtout que bien évidemment, comme toujours, plein de gens ne seront pas d'accord avec moi, avec mes choix, donc bah c'est normal. Alors c'est parti, on commence directement avec le numéro 5. En numéro 5, Star Wars épisode 8, le dernier Jedi. Le dernier Jedi. Alors oui, vous savez déjà où je me situe par rapport à ça, mais si vous êtes vraiment curieux ou vous n'avez juste pas vu ma critique, ben c'est dans la description. Checkez ça, c'est intéressant. Mais cependant, je vais essayer de revenir sur certains points qui m'ont un petit peu échappé lors de la critique. Alors je voulais revenir un peu sur Chewbacca, R2D2 ou même C3PO, qui n'ont pas un réel intérêt dans le film. Alors je suis d'accord, on ne peut pas placer tout le monde dans le même scénario. Mais n'empêche, quand tu as des personnages aussi mythiques que Chewbacca, R2D2, etc., tu te dois de faire plus que 3 phrases pour eux. Parce que c'est le cas, je crois. Eux 3, je crois qu'ils ont environ 10 répliques à eux tout seuls. Alors je compte pas Chewbacca, parce qu'à part faire il ne fait rien dans ce film. Et oui, je trouve aussi que les mélanger avec des nouveaux personnages comme BB-8, qui est quand même maintenant devenu un personnage phare de Star Wars, eh bien c'est une bonne idée. Il faudrait vraiment refaire ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas ça dans ce film. C'est bien dommage. Mais vraiment. Mais si je l'ai mis dans mon top, vous vous le doutez bien, c'est parce que il y a des éléments évidemment qui m'ont plu. Je pense honnêtement que ce film on se souviendra dans 10 ans, parce qu'il y a des scènes qui ont réussi à marquer les esprits. Je pense évidemment à la scène de combat avec Rey qui s'allie avec Kylo Ren contre les gardes impériaux de Snoke. Cette scène est juste oufissime visuellement. Parce que honnêtement, artistiquement au cinéma, j'avais rarement vu ça. Le truc vraiment c'est époustouflant, ça t'éclate à la gueule. Limite vous savez, s'il y avait la 4D, il y aurait vraiment le souffle qui viendrait vers vous. Vraiment ça serait cool, mais bon ça c'est une autre histoire. A noter aussi que Rian Johnson, le réalisateur du film, préfère beaucoup les plans ralentis. Et ça se voit exclusivement dans cette scène là. Mais c'est pas tout, je pense aussi à la scène où Rey s'entraîne avec Luke, où Rey, vous savez, elle est sur un rocher et tout, elle s'entraîne, où Luke il dit oh mon dieu tu as basculé du côté obscur, oh mon dieu c'est horrible. Cette scène aussi est d'autant plus mythique par le jeu d'acteur cette fois-ci, et ça c'est très notable, parce que Mark Hamill évidemment il joue très bien, voilà, y a pas de souci à ce niveau-là. Rey, des fois je la trouvais un petit peu fausse, mais sur cette scène honnêtement elle joue super bien, elle est excellente, elle est ravissante, elle est tout ce que vous voulez. Franchement cette scène est vraiment top, c'est vraiment un jeu d'acteur vraiment ouf. Mais je trouve dommage quand même que ce film m'ait plu plus visuellement que par le scénario ou même la réalisation. C'est un petit peu dommage. Et donc passons au numéro 4. Numéro 4, Okja. Bon d'accord, j'avoue, c'est un film que je n'ai pas vu au cinéma. Mais c'est pour une bonne raison, je vous assure. L'histoire en fait, c'est que ce film est sorti partout dans le monde, sauf en France. Pourquoi ? Pourquoi putain, pourquoi? Mais bon, cela dit, Okja ça reste la révélation de l'année. Déjà avec le réalisateur, Bong Joon-ho. Bon ok j'avoue c'est un réalisateur que je ne connaissais pas vraiment. Voilà, si un petit peu. En fait je le connaissais un petit peu parce qu'il avait réalisé un film que j'avais bien aimé, c'est Transperce-Neige, ou encore Snowpiercer en version originale. Et là cette année, il nous a pondu un film avec des gens qui élèvent des cochons géants. Parce que littéralement c'est ça. Mais enfin, c'est pas vraiment des cochons, mais ça fait flipper quand même. Cependant, je connaissais l'actrice principale, Tilda Swinton, qui avait joué dans Doctor Strange, Snowpiercer, ou encore c'était la sorcière dans Narnia. Donc voilà, pour l'actrice, j'avais déjà une petite base. Mais pour le reste, bah c'était totalement inconnu. Ce qui est bien dans ce film, c'est que j'ai pu ressentir vraiment beaucoup de choses. Tout l'amour qu'on pouvait mettre au service d'une personne, tout le service même qu'on pouvait rendre à des gens qu'on aime, toute la sensibilité qui bouillonne en nous. Et je pense que ce film c'est vraiment basé sur ça, la sensibilité. Et c'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. Parce que quand on sait que ce film a été produit entièrement par Netflix, on a le droit de se dire un peu que c'est bizarre un peu qu'ils nous pondent ce genre de film. Mais en fait non, c'est super bien fait, malgré le fait que ce soit Netflix. Et je comprends pas les gens, pourquoi les gens ont dit « Oh non, c'est un film produit par Netflix, ça va être trop nul, blablabli blablabla » Alors déjà, nique ta mère si t'as pensé ça. Clairement, parce que ce film est génial. Alors il se trouve aussi que moi, je me suis bourré parce que je ne savais pas que les Coréens pouvaient faire des films aussi bons. Enfin tu vas me dire, même le cinéma coréen, je ne le connais pas tant que ça, donc voilà. C'est un film qui se veut être pertinent et lent à la fois, avec des scènes vraiment
lentes, oui, des scènes lentes on peut le dire, où on passe des heures dans la forêt à marcher avec notre cochon, et voilà, et voili, et voilou. Mais c'est bien parce que c'est un film qui prend son temps. Et ça franchement c'est plutôt cool. Ce qui est bien aussi sur ce film, c'est que tout le marketing a été fait autour d'une seule chose, l'écologie. Et c'est un thème qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma aujourd'hui. La violence animalière, le fait de polluer, parce que le film commence dans un univers très forestier en Corée du Sud, donc un univers déjà assez pauvre, moyen, un univers très riche à New York. Et je pense que la vraie morale du film est vraiment de se dépasser malgré les obstacles. Et franchement, c'est beau, même pour un gros cochon. Et donc passons au numéro 3 tout de suite. Et numéro 3, Thor Ragnarok. Là encore, un réalisateur presque inconnu en France, Taika Waititi. Bon, quand même que c'est un drôle de nom. Hein. Et c'est aussi un film Marvel. Alors oui, pourquoi un film de super-héros? Parce que oui, on en a plein le cul de tous ces super-héros, on a juste hâte que ça se termine. D'ailleurs, allez voir la nouvelle bande-annonce de Avengers Infinity War. Franchement c'est cool. Eh bien, Thor Ragnarok est enfin un beau film de super-héros. Et ça je pense qu'on le doit à une seule personne, Taika Waititi. Alors c'est un réalisateur plutôt inconnu qui a fait ses preuves avec un espèce de film documentaire, je sais pas trop comment le dire, qui s'appelle Vampire en toute intimité. Ou encore un autre film de super-héros qui est merveilleux, je parle évidemment de Green Lantern, le fameux, vous savez. Il a réussi à importer tout l'humour d'un film et toute l'ironie que peut apporter un super-héros dans un propre film Marvel. Un nouveau décor aussi, un petit peu kitsch, mais qui va super bien et c'est assez étonnant pour un film du MCU. Et franchement dit, l'association de Thor et de Hulk, franchement elle est super stylée, faut l'avouer. C'est vraiment deux personnages qui apportent de la force, de la puissance, même si Thor perd un de ses pouvoirs qui lui donne un peu de force à un moment donné dans le film. Et je trouve que ça en devient dérangeant à force. Alors oui, ok, il y a quelques scènes qui sont marrantes, mais il faut pas abuser, parce que si t'abuses trop, on a plus cette sensation d'un film de super-héros. À la fin, on aura plus la sensation d'un film qui se veut exclusivement humoristique. En soi, moi, ça me gêne pas trop, mais je pense que pour les gens qui voulaient vraiment un film avec de la bastonnade, des super-héros, à gogo et tout, non, à part la scène post-générique, il y a pratiquement tout qui est humoristique. Alors oui, même si le MCU ressemble juste à un gros anus dilaté ou encore même à un vieux déchet que vous pourrez ramasser dans la rue, Taika Waititi a quand même réussi à faire du très bon travail. Et des fois juste il suffit d'un homme pour vous redonner tout espoir. Et ça franchement c'est beau. Alors sans plus attendre, passons tout de suite au numéro 2. Numéro 2, Dunkerque. Alors il fallait bien un film de Christopher Nolan pour compléter ce top. Alors pourquoi pas avec Dunkerque, sorti en juillet 2017 dans nos salles en France. À l'époque j'avais pas vraiment apprécié Interstellar, je trouvais qu'il m'avait pas vraiment marqué, juste la scène finale qui est juste oufissime. Alors ça pouvait passer et heureusement que Christopher Nolan a du talent, parce que avec Dunkerque il a quand même réussi quelque chose, je vais pas dire quelque chose de nouveau mais quelque chose de bien par rapport à Interstellar qui était quand même quelque chose de très basique, avec un univers qu'on connaissait presque déjà. Tous les plans sont millimétrés, tous les cadres sont presque calculés pour te faire jouir intérieurement. Ce qui est bien, c'est que dès la première scène, on te plonge directement dans cet univers un petit peu bizarre de la guerre, un petit peu horrifique, et cache dès la première scène, ça te prend au trip et tu rentres directement dans le film. Ça m'a vraiment mis la chair de poule par moment. Pourtant, c'est aussi un film qui a su diviser entre les gens qui étaient complètement cinéphiles et qui disaient « Oui, mais ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien » et entre les gens un petit peu passionnés d'histoire, passionnés, et les gens aussi qui aimaient juste Nolan, juste le travail de Nolan. Bon alors évidemment c'était mon cas, vous vous doutez bien, j'adore Christopher Nolan, je pourrais jamais détester un film de Nolan.
Oui, à part Batman, The Dark Knight Rises, oui, mais ça je pense que tout le monde l'a détesté. Ce qui m'a vraiment touché dans ce film, c'est la mise en scène, les plans rapprochés sur les personnages pour vraiment bien te faire comprendre comment ils en ont chié à l'époque, hein, parce que oui, les soldats, lors de cette guerre, eh ben, ils ont quand même été plusieurs heures, plusieurs jours même, sur cette plage à Dunkerque, entourés par l'ennemi et en train de se faire mitrailler la gueule. Et quand même, quand ils pensent, bah, ça fout les tripes. Et justement, Christopher Nolan arrive à faire transmettre un petit peu cette peur, tout ce que les soldats pouvaient ressentir, à travers tous ces plans fixes. Je pense à des plans ou parfois même des plans séquences qui te ramènent à un personnage à un autre, d'un avion à la plage. Enfin, vraiment, c'est vraiment très très bien fait. C'est du grand Nolan comme on l'aime, et tous les aficionados de Nolan, je pense, ont réussi à aimer ce film malgré, oui c'est vrai, certains défauts. Après vous allez me dire pourquoi il est tellement bien placé dans ta liste alors que Oja il était 1000 fois mieux. Ce qui s'appelle être fan. C'est ce qui s'appelle être fan, oui, je l'avoue, mais totalement, tu vois, je suis grave fan de Christopher Nolan. Et je m'en bats les couilles, parce que c'est ma vidéo et je fais ce que je veux. Alors oui, sans plus attendre, passons au numéro 1, le film évidemment qui m'a le plus fait bander pendant cette année. Et en numéro 1, Au revoir là-haut. Mon dieu Régis, tu cites un film français à la première place? Bah oui, je cite un film français, parce que putain ce film est beau. Et oui, ce film est beau, et ça fait putain de plaisir à voir. Je remercie Albert Dupontel d'avoir fait ce film. Ce film c'est vraiment un chef-d'œuvre. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce film. Et c'est cool. C'est vraiment cool, parce qu'on sait déjà que Albert Dupontel n'a pas toujours été dans une bonne situation pour faire son film. Il a eu du mal à réaliser certains films, il a eu du mal à produire aussi certains films, et c'est dommage qu'on connaît vraiment le talent du gars, quoi. Faut aussi savoir que le cinéma français aujourd'hui c'est vraiment casse-gueule. Et voir un film français et aussi bien réalisé, je veux dire avec toutes les prouesses qu'il nous propose, je veux dire les plans séquences, on n'en voit pas des masses dans le cinéma français, ça fait plaisir vraiment. Et Albert Dupontel prouve encore une fois qu'il a fait un film où il a réussi à être au-dessus des autres. Et ça, c'est beau, putain c'est beau. Merci Albert, putain. Je pensais jamais vraiment que j'allais vraiment dire ça un jour, mais Albert, je t'aime. Vraiment, je t'aime Albert. Ce film, c'est vraiment bizarre, il me fait vraiment penser à un grand moment de poésie. Une putain de poésie, un poème qu'on te récite pendant un peu plus de 2 heures. Il y a aussi un vrai jeu sur les masques, vraiment, vous avez peut-être pu voir les masques dans la bande-annonce, on joue vraiment beaucoup sur ça dans ce film. Et c'est aussi un film qui ne va pas dans la dentelle. Et encore une fois, pour un film français, c'est génial. Pas dans la dentelle, je veux dire qu'il y a dès le début du film déjà des scènes vraiment de guerre horribles. Parce que oui, l'histoire, enfin une partie de l'histoire se passe lors de la guerre des tranchées. Et franchement... bah, je vais pas dire que ça fait froid dans le dos, on voit pire que ça aujourd'hui dans le cinéma, mais quand même c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, c'est réalisé, j'ai envie de dire, un peu bizarrement, parce que Albert Dupontel a vraiment un style de réalisation un petit peu différent des autres, c'est pour ça aussi qu'il arrive à se démarquer. Mais c'est toujours avec de la grande technique, et ça marche, ça marche. Par contre, abuser des plans séquences, c'est pas bien. Je pense à la scène du portail, voilà, si vous avez vu le film... voilà, vous savez de quoi je parle. Un autre point positif aussi, c'est le casting, que j'ai trouvé vraiment bon. Je pense à Naruel Perez-Discara, qui est vraiment un acteur, un vrai talent, et quand même qui va, je pense, rentrer dans les mémoires du cinéma français dans pas très longtemps. Mais bon, il y a même Laurent Lafitte, que j'adore, même Albert Dupontel joue bien, et franchement, c'est pas mal. Yannick Thierry, enfin, voilà, j'en passe. Et évidemment, comme à mon habitude, hein, je n'ai pas lu le bouquin. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que j'ai pu juger ce film en tant que film, et pas en tant qu'adaptation. Alors arrêtez maintenant de dire à chaque fois que quelqu'un fait une critique sur une adaptation, t'as pas lu le bouquin? Ah bah oui, bah tu peux pas, gna 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 gna, tu peux pas faire de bonnes critiques. Bah si, la preuve. Si, la preuve. Vous voulez une bonne critique? Allez voir la critique d'Au revoir là-haut de Lynn Panda. Il a pas lu le livre, et regardez. Putain, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça tente des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma français. Et ça c'est beau. Donc je suis tombé amoureux de ce film. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. Et clairement, Albert Dupontel, je suis amoureux de toi. Voilà, clairement.
Donc voilà pour ce top film 2017, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker tout ce que vous voulez, abonnez-vous, voilà. Pour ceux qui souhaiteraient s'arrêter ici, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, évidemment, hein, comme chaque semaine. Et pour les autres, je vous dis à tout de suite pour le flop film 2017.